Voilà. Vous allez vous rendre compte qu'en ce moment, au XIVe siècle, par exemple, on n'écrivait que par cette langue où le français actuel que nous parlons n'avait pas une certaine assise importante. C'est l'ancien, le traditionnel, le classique. D'accord? Alors, si c'est une littérature d'hommage aux auteurs grecs et latins, vous l'aurez compris, c'est bien sûr une littérature d'hommage à l'époque de l'Antiquité, qu'ils considèrent comme une période riche dans la réflexion philosophique et, n'est-ce pas, dans le talent, la richesse de l'œuvre artistique. Donc, il y avait une sorte de primauté, on va le dire ainsi, primauté dans la priorité, si c'est bien écrit, primauté de la réflexion philosophique. Comme on le dit, nous avons dans ce courant-là une sorte de primauté, voilà, que je corrige, de primauté de la réflexion philosophique, de la richesse littéraire comme on l'a signé. Parce que, au fait, la logique de ce siècle était quoi? Au fait, la beauté de l'art se retrouvait dans la réflexion pointue, d'accord, et de la qualité, voilà, pointue aussi du talent littéraire produit. De sorte que, au fait, il était inconcevable qu'un créateur artistique ne soit pas, du coup, philosophiquement, d'accord, posé et justement posé en termes littéraires, d'accord, disposé d'un talent aigu. Voilà ce que renferme l'aspect de primauté, n'est-ce pas, de la réflexion philosophique. Et pour cela, les auteurs classiques devaient rechercher l'universalité pour que leurs œuvres puissent traverser le temps. Donc, un des critères était que, n'est-ce pas, l'universalité. L'universalité, c'est-à-dire, ils œuvraient de sorte à ce que, au fait, les œuvres puissent être des œuvres capables de partir dans toutes les contrées. L'universalité pour traverser le temps. Voilà. Ils se sont dit, qu'est-ce qui faisait la beauté des œuvres de l'Antiquité? Voilà, traverser les temps. Les mythes, les mythologies grecques et autres qui ont traversé le temps, aujourd'hui, nous en sommes jusqu'à présent émerveillés. Quand vous prenez le mythe d'Ariane, le mythe d'Ésope, le mythe de Pénélope, etc. Ces grands mythes, Thésée et autres, vous voyez ces grandes histoires-là, comment elles ont fait pour impacter de génération en génération, n'est-ce pas, les cultures, les civilisations, les peuples, etc. C'est parce qu'il y avait une sorte de ficellement d'écriture qui transcende l'aspect littéraire pour avoir de véritables connotations philosophiques profondes. C'était presque la vie, n'est-ce pas, de l'homme exprimée à travers chaque manière d'écrire, chaque histoire. Les auteurs de ce siècle-là ou de ce courant de classicisme-là devraient forcément écrire en allant vers cela. L'objectif de viser l'universalité. Atteindre tout le monde pendant longtemps ou rester du reste immortel. D'accord? Et quand vous allez regarder, les thèmes étaient essentiellement les thèmes de l'amour. Les thématiques, thèmes, étaient plus ou moins, n'est-ce pas, l'amour, surtout l'amour. Les écrits qui datent de ce siècle-là étaient des écrits d'une certaine profondeur amoureuse. Et l'amour, il ne s'exprimait pas aussi, voilà, de façon vulgaire, il s'exprimait avec une certaine recherche, une certaine finesse dans l'expression du langage. Et quand vous allez voir les écrits, quand nous allons voir les auteurs et quelques ouvrages, quelques œuvres, ou en tout cas quelques productions romanesques, vous allez voir que ce sont effectivement des œuvres dont dans les citations, certaines citations, voilà, un peu affectueuses, qu'on va dire citations d'amour comme ça, jusqu'à aujourd'hui sont valables. Va, je ne te hais point, est, d'accord, une illustration. La dimension romantique, l'amour que Rodrigue et Chimène ont vécu, traverse encore jusqu'à présent le temps. Quand vous lisez le Cid, vous sentez vraiment que bon, c'était en tout cas l'amour parfait et l'amour presque indéfectible. Et rien ne les sépare. Même le crime du papa de l'un, d'accord, de l'un sur le papa de l'autre n'a pas pu défaire l'amour, ou en tout cas n'a pas tué l'amour sur l'instant. Donc, les thématiques telles que l'amour, voilà,
l'honneur, voilà. C'était les honneurs qui étaient servis en ce temps. Voilà. Et l'honneur, on gardait son honneur avec, d'accord, dans le style d'écriture de ce siècle-là. Voilà. La fatalité, voilà, la fatalité aussi était la thématique évoquée. Voilà. Les morts, un peu à la limite bizarres, violentes, les destins difficiles, voilà. Voilà, les fins tragiques, etc., étaient aussi une des caractéristiques thématiques, d'accord, de ce siècle, d'accord, ou de ce courant littéraire. En plus de quoi, vous allez avoir l'homme, voilà, face à l'adversité, si ça va rejoindre à l'adversité, si ça va rejoindre l'aspect de fatalité, mais aussi l'adversité du pouvoir, ou face au pouvoir, n'est-ce pas? L'adversité du pouvoir face à son Dieu, voilà. Dieu était aussi au cœur des thématiques de ce siècle, etc., en plus de l'autorité, voilà. L'autorité de Dieu, le pouvoir, d'accord, les forces qui dépassent l'homme, la raison par-dessus tout, qui est évoquée déjà dans l'aspect de la réflexion, voilà, philosophique. C'est un siècle qui se caractérise surtout aussi par les règles de 3 unités. Ce qu'on appelle les règles de 3 unités. Qu'est-ce que cela signifie? On le met en astérisque, on va dire en ce moment par unité. Voilà. Vous aviez en ce moment l'unité d'action. Unité d'action. L'unité d'action signifiait quoi? Quiconque veut écrire ne peut écrire 2 histoires en même temps. Tel que nous avons aujourd'hui dans un même roman, vous avez plusieurs histoires, un enchevêtrement, une polyphonie forte comme ça. À leur temps, il y avait une seule histoire. Quand vous voulez écrire sur un personnage principal et un personnage secondaire, peut-être que c'est un monsieur et sa dame, ou en tout cas 2 amoureux, vous devez conduire leur vie. Il n'y a aucune autre histoire qui s'insère dans leur histoire. C'est ça, l'unité d'action. On ne raconte pas plusieurs histoires, plusieurs intrigues. D'accord? Unité d'action ramène à une histoire, voilà, pour dire une intrigue. Pas 2 au sein d'une même œuvre. Vous voyez la canalisation du classicisme du procédé d'écriture.